référentiel de psychiatrie et d'addictologie, au grand chapitre des troubles anxieux, l'item 64D, le trouble phobique. Point 1, introduction. Point 2, contexte épidémiologique. Point 3, sémiologie psychiatrique. Point 4, les troubles phobiques. Point 5, le pronostic et l'évolution. Et point 6, la prise en charge psychiatrique. Objectif pédagogique, diagnostiquer un trouble phobique, argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi aux différents âges et à tous les stades du trouble phobique. Les points clés. Les troubles phobiques sont des troubles anxieux chroniques caractérisés par une peur intense, incontrôlable et irrationnelle d'un objet ou d'une situation donnée. Cette peur est source d'une souffrance intense, d'une anticipation anxieuse et de conduite d'évitement. Les phobies spécifiques se limitent à des objets ou des situations très particulières. La phobie sociale ou anxiété sociale est la peur d'agir de façon embarrassante ou humiliante sous le regard et le jugement d'autrui. L'évolution est le plus souvent chronique, même si l'intensité des symptômes peut avoir tendance à diminuer avec les années. La phobie sociale peut se compliquer de troubles addictifs, d'un épisode dépressif caractérisé ou d'un autre trouble anxieux. La prise en charge repose sur les thérapies cognitivo-comportementales. Le traitement médicamenteux par antidépresseurs, inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, est utile dans les formes de phobie sociale invalidantes. Point 1. Introduction. Une phobie se caractérise par une peur très intense et souvent incontrôlable, déclenchée par la confrontation à un objet ou une situation bien définie. Lorsque le sujet est confronté à l'objet ou à la situation redoutée, que l'on qualifie alors de phobogène, cela se fait au prix d'une anxiété extrême, voire d'une attaque de panique. Secondairement, cette peur entraîne fréquemment des conduites d'évitement qui peuvent avoir un retentissement important sur le fonctionnement du sujet. Au sein des troubles phobiques, on distingue la phobie sociale ou anxiété sociale et les phobies spécifiques, en plus de l'agoraphobie qui est traitée à l'item 64C. Point 2. Le contexte épidémiologique. Les phobies sont parmi les pathologies psychiatriques les plus fréquentes. Au cours de leur vie, 10 à 12% des sujets présenteront une phobie spécifique et environ 5% une phobie sociale. Point 3. Sémiologie psychiatrique. 3.1. Les phobies spécifiques. Les phobies spécifiques ou phobies simples se définissent par la crainte irraisonnée et incontrôlable d'un objet ou d'une situation bien définie. Il s'agit d'une peur brute qui peut aller jusqu'à une attaque de panique. Le contact, la vue de l'objet redouté ou même sa simple évocation peut suffire à provoquer cette peur qui disparaît en l'absence de l'objet ou de la situation redoutée. Cette peur apparaît donc disproportionnée par rapport à la menace réelle. La peur entraîne deux types de réactions. La sidération et les comportements d'évitement, entre parenthèses non-confrontation à la situation, objet ou attitude de réassurance. Donc la peur entraîne deux types de réactions, la sidération et les comportements d'évitement. Et ça consiste en une non-confrontation à la situation, aux objets ou aux attitudes de réassurance. On peut aussi observer une anticipation anxieuse avec hypervigilance du sujet pour s'assurer de l'absence de l'objet phobogène. Les phobies les plus fréquentes concernant les animaux, comme les araignées, insectes, souris, serpents, etc. Donc ça, ce sont les phobies les plus fréquentes, elles concernent les animaux. On parle alors de zoophobie. Mais elles peuvent aussi concerner les éléments naturels, comme les orages, les hauteurs, le vide, l'eau, etc. Le sang et les procédures médicales, comme les injections, les interventions chirurgicales, etc. Ou certaines situations particulières, comme les tunnels, les ponts, les lieux clos, etc.
3.2 La phobie sociale. La phobie sociale est la crainte d'agir de façon embarrassante ou humiliante sous le regard et le jugement d'autrui. On peut donc, contrairement aux phobies spécifiques, donc les phobies spécifiques qui, elles, sont limitées à un seul objet bien défini, donc elle peut donc, contrairement aux phobies spécifiques, s'étendre à un grand nombre de situations différentes. 2 points, peur des interactions sociales formelles et informelles, peur d'être observé, entre parenthèses peur de manger ou de boire en public, etc. Peur en situation de performance, parler ou se produire en public. On retrouve fréquemment des symptômes physiques, tachycardie, rougeur, polypnée, tremblements, sueur, etc. Et ces symptômes physiques sont associés lorsque le sujet est confronté aux situations redoutées. Donc on retrouve fréquemment des symptômes physiques associés lorsque le sujet est confronté aux situations redoutées. Dans les situations extrêmes, une attaque de panique peut survenir. L'anxiété sociale est source d'une grande souffrance et elle aboutit fréquemment secondairement à 2 points, une anxiété anticipatoire. Le sujet anticipe d'être humilié par son propre comportement, par exemple rougir, bredouiller, mais il anticipe aussi le jugement négatif d'autrui. Et elle aboutit fréquemment secondairement à des évitements multiples des situations sociales qui entraînent une altération de la qualité de vie du sujet. Point 4. Les troubles phobiques. 4.1 Diagnostic positif. 4.1.1 Pour faire le diagnostic de troubles phobiques. Donc le diagnostic des troubles phobiques repose sur le caractère persistant, intense et irraisonné de la peur, la symptomatologie anxieuse paroxystique réactionnelle à l'exposition à l'objet ou à la situation phobogène, les évitements et l'anticipation anxieuse qui causent un retentissement sur la vie quotidienne du sujet. Voir encadré, classification internationale à la page suivante. 4.1.2 Les formes cliniques. Chez l'enfant, plusieurs particularités des troubles phobiques doivent être mentionnées. D'abord, les phobies spécifiques sont très fréquentes chez l'enfant et s'inscrivent généralement dans le développement normal. Les thématiques évoluent avec l'âge. Par exemple, peur des créatures imaginaires, peur des phénomènes naturels, comme l'orage, le feu, l'eau, la peur de l'obscurité, la peur des animaux, etc. On ne les considère comme pathologiques que si leur intensité est importante, si elles persistent de manière prolongée et surtout si elles deviennent envahissantes au point d'avoir un retentissement sur les activités de l'enfant. Une forme de trouble phobique fréquente chez l'enfant est la phobie scolaire. La peur centrée sur le milieu scolaire peut être globale ou partielle, entre parenthèses portant alors sur certaines composantes de la scolarité, 2 points, les mathématiques, la lecture, le temps de récréation, etc. Lorsque l'enfant est contraint d'affronter la situation, il peut manifester des réactions d'anxiété, attaque de panique, mais aussi des réactions de fuite, de détresse ou d'agressivité. 4.2 Les diagnostics différentiels. 4.2.1 Les pathologies non psychiatriques. Comme devant tout tableau psychiatrique, les causes non psychiatriques doivent être éliminées. Les classifications internationales. Les critères diagnostiques de la phobie spécifique dans le DSM-5. Peur ou anxiété intense à propos d'un objet ou d'une situation spécifique, par exemple prendre l'avion, peur des hauteurs, des animaux, avoir une injection, voir du sang. L'objet ou la situation phobogène provoque presque toujours une peur ou une anxiété immédiate. L'objet ou la situation phobogène est activement évité ou vécu avec une peur ou une anxiété intense. La peur ou l'anxiété est disproportionnée par rapport au danger réel engendré par l'objet ou la situation spécifique et par rapport au contexte socioculturel. La peur, l'anxiété ou l'évitement sont persistants,
habituellement d'une durée de 6 mois ou plus. La peur, l'anxiété ou l'évitement causent une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants. Le trouble n'est pas mieux expliqué par les symptômes d'un autre trouble mental, comprenant la peur, l'anxiété et l'évitement de situations associées à des symptômes semblables aux symptômes de panique ou d'autres symptômes d'incapacité, comme dans l'agoraphobie. Des objets ou situations liées à des obsessions, comme dans le trouble obsessionnel compulsif, des souvenirs d'événements traumatiques, comme dans le trouble stress post-traumatique, une séparation de la maison ou des figures d'attachement, comme dans l'anxiété de séparation ou des situations sociales, et comme dans l'anxiété sociale. Les critères diagnostiques de la phobie sociale, dénommée anxiété sociale dans le DSM-5. Peur ou anxiété intense d'une ou plusieurs situations sociales durant lesquelles le sujet est exposé à l'éventuelle observation attentive d'autrui. Des exemples de situations incluent des interactions sociales, par exemple avoir une conversation, rencontrer des personnes non familières, être observé, par exemple en train de manger ou boire, et des situations de performance, par exemple faire un discours. La personne craint d'agir ou de montrer des symptômes d'anxiété d'une façon qui sera jugée négativement, par exemple humiliante ou embarrassante, conduisant à un rejet par les autres ou à les offenser. Les situations sociales provoquent presque toujours une peur ou une anxiété. Les situations sociales sont évitées ou subies avec une peur ou une anxiété intense. La peur ou l'anxiété sont disproportionnées par rapport à la menace réelle posée par la situation sociale et compte tenu du contexte socio-culturel. La peur, l'anxiété ou l'évitement sont persistants, durant habituellement 6 mois ou plus. La peur, l'anxiété ou l'évitement entraînent une détresse ou une altération cliniquement significative du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants. La peur, l'anxiété ou l'évitement ne sont pas imputables aux effets physiologiques d'une substance. Par exemple, substance donnant lieu à abus, comme des médicaments, ni à une autre affection médicale. La peur, l'anxiété ou l'évitement ne sont pas mieux expliqués par les symptômes d'un autre trouble mental, tel qu'un trouble panique, une obsession, d'une dysmorphie corporelle, un trouble du spectre de l'autisme. Et enfin, si une autre affection médicale, par exemple maladie de Parkinson, obésité, défigurement secondaire à une brûlure ou une blessure, est présente, la peur, l'anxiété ou l'évitement sont clairement non liés à cette affection ou excessifs. 4.2.2 Les intoxications par une substance psychoactive. La prise de certaines substances doit être recherchée. Amphétamine, cocaïne, hallucinogènes, cannabis, etc. Un syndrome de sevrage doit également être éliminé. Entre parenthèses, alcool, benzodiazépine, opiacés, etc. 4.2.3 Les pathologies psychiatriques. Il s'agit essentiellement des autres troubles anxieux. Agoraphobie, troubles paniques, troubles de stress post-traumatique, troubles anxieux généralisés, troubles obsessionnels compulsifs. Il est très important d'éliminer des symptômes dits phobiques, s'inscrivant dans le cadre d'une pathologie autre qu'une phobie sociale ou spécifique. Les plus fréquentes sont la nosophobie, ou peur de contracter une maladie, qui peut s'intégrer dans différents cadres nosologiques, comme dans le trouble obsessionnel compulsif, l'épisode dépressif caractérisé avec symptômes psychotiques, la schizophrénie ou le trouble délirant persistant. Et les phobies d'impulsion, il s'agit de la crainte de réaliser impulsivement et sans le vouloir, en présence d'objets pouvant être utilisés de façon agressive, un acte immoral, dangereux, auto- ou hétéro-agressif. Ces peurs sont aujourd'hui classées dans les troubles obsessionnels compulsifs, car le symptôme principal
est une obsession portant sur son propre comportement. Entre parenthèses, peur de ne pas pouvoir se contrôler. On peut retrouver également des phobies d'impulsion dans certains épisodes dépressifs caractérisés, notamment ceux survenant au cours de la période du postpartum. Entre parenthèses, peur de blesser son enfant. L'acte redouté n'est jamais commis s'il n'est pas désiré par le patient. Pour la phobie sociale, le trouble envahissant du développement, donc pour la phobie sociale, le trouble envahissant du développement et le trouble de la personnalité de type schizoïde ou même la schizophrénie sont des diagnostics différentiels importants. Dans ces pathologies, les situations sociales sont évitées, non pas par crainte du jugement d'autrui, mais par manque d'intérêt. 4.3. Les comorbidités psychiatriques. Dans la mesure où il s'agit de peurs bien circonscrites, les phobies spécifiques n'entraînent généralement qu'un faible retentissement sur la vie du sujet. Certaines de ces phobies peuvent cependant entraîner des handicaps non négligeables, entre parenthèses, peur de certains animaux domestiques ou incapacité à réaliser certains examens médicaux paracliniques par exemple. La phobie sociale est généralement source d'un grand handicap fonctionnel avec réduction du soutien social, isolement, difficultés scolaires et professionnelles. Elle peut être associée aux troubles suivants, 2 points, les troubles addictifs, alcool, benzodiazépine, éventuellement autres substances, épisodes dépressifs caractérisés et autres troubles anxieux. 4.4 Les notions de physiopathologie. Les mécanismes éthiopathogéniques de la pathologie phobique ne sont pas entièrement connus. Son origine est multifactorielle. 2 points, les facteurs psychologiques, comme la faible estime de soi et le perfectionnisme dans la phobie sociale. Autres facteurs, les facteurs génétiques, neurobiologiques et environnementaux. Les événements de vie traumatisants, comme la maltraitance dans l'enfance, l'apprentissage social par imitation de modèles, par exemple un des parents présentant lui-même une phobie, ou l'intégration de messages d'alerte, par exemple un parent trop anxieux qui souligne les dangers liés à certaines situations, apparaissent comme des facteurs environnementaux importants. Point 5. Le pronostic et l'évolution. Les phobies spécifiques apparaissent généralement durant l'enfance ou au début de l'adolescence, mais la plupart disparaîtront ou s'atténueront au début de l'âge adulte. Par contre, si elles persistent au début de l'âge adulte, leur évolution est alors le plus souvent chronique, le taux de rémission spontanée ne dépassant pas les 20%. La phobie sociale apparaît généralement entre 10 et 20 ans. Le début peut être insidieux ou brutal, faisant suite à une expérience stressante ou humiliante. Son évolution est ensuite chronique, bien que la sévérité du trouble puisse s'atténuer avec les années. Le principal risque évolutif est lié à son retentissement sur l'insertion socio-professionnelle du sujet. Point 6. La prise en charge psychiatrique. 6.1. Le traitement non pharmacologique. La prise en charge des troubles phobiques se fait en ambulatoire et repose en premier lieu sur une prise en charge psychothérapeutique. Les thérapies cognitivo-comportementales, donc les thérapies cognitivo-comportementales, TCC, sont validées et efficaces dans le traitement des troubles phobiques. Elles s'appuient sur diverses techniques. L'exposition in vivo graduée ou désensibilisation systématique, 2 points, le sujet s'expose volontairement de façon progressive mais prolongée aux objets ou situations redoutées, y compris aux situations sociales, dans le cas de la phobie sociale. Ensuite, la restructuration cognitive. Le patient apprend à identifier puis à modifier ses croyances et ses pensées automatiques à propos de la situation. Et dans le cas des phobies sociales, les thérapies comportementales cognitives de groupe sont les plus efficaces, car elles permettent des exercices d'exposition au public, des jeux de rôle et un apprentissage de l'affirmation de soi. 6.2 Le traitement pharmacologique. Aucun traitement médicamenteux n'est efficace contre les phobies spécifiques. Les anxiolytiques sont souvent utilisés ponctuellement,
mais ne modifie pas le trouble phobique au long cours et expose à un risque de dépendance. En revanche, dans la prise en charge des phobies sociales sévères, le recours aux antidépresseurs de type inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine ou inhibiteur de recapture de la sérotonine et de la noradrénaline peut permettre de diminuer les anticipations anxieuses et les activations émotionnelles en situation sociale. Ils sont prescrits sur plusieurs mois selon les mêmes modalités que dans l'épisode dépressif caractérisé. Ceci facilitera alors les expositions et donc le travail psychothérapeutique. En résumé, les troubles phobiques sont des troubles anxieux chroniques, caractérisés par une peur intense, incontrôlable et irrationnelle d'un objet ou d'une situation donnée. Cette peur est source d'une souffrance intense, d'une anticipation anxieuse et de conduite d'évitement. Parmi les phobies, on distingue 2 points, les phobies spécifiques. Donc les phobies spécifiques qui sont limitées à des objets ou des situations très particulières. Plusieurs sous-types sont décrits. Phobie des animaux, phobie des éléments naturels, phobie du sang et phobie de certaines situations. Donc phobie situationnelle. Après les phobies spécifiques, la phobie sociale, avec la peur d'agir de façon embarrassante ou humiliante sous le regard et le jugement d'autrui. Sa gravité est liée au retentissement sur la qualité de vie et l'insertion socio-professionnelle du sujet. Leur évolution, donc l'évolution de ces phobies, leur évolution est le plus souvent chronique, même si l'intensité des symptômes peut avoir tendance à diminuer avec les années. Plusieurs complications sont possibles, notamment pour la phobie sociale. 2 points, troubles addictifs, épisodes dépressifs caractérisés ou autres troubles anxieux. La prise en charge des phobies repose sur les thérapies cognitivo-comportementales, mais un traitement médicamenteux par inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine peut être envisagé dans les formes de phobie sociale invalidantes. Fin de la lecture de l'item 64D, le trouble phobique, au grand chapitre des troubles anxieux, du référentiel de psychiatrie et d'addictologie.